Salut les petits potes, c'est Charles et ça commence. L'affaire dont je vais te parler aujourd'hui a la particularité de ne jamais avoir été élucidée. Tu vas voir que le crime de Françoise Petit, c'est celui qui soulève toutes les incompréhensions. Je t'emmène donc en 1985 à Roubaix, dans un décor qui, tu vas le voir, est digne des plus grands romans d'Agatha Christie. On est donc à Saint-Rémy, qui est un lycée privé, créé en 1845 par les grandes familles de l'industrie textile roubaisienne. Alors si tu cherches où se situe le lycée Jean 23, c'est pas compliqué, c'est exactement à l'emplacement même de Saint-Rémy. Mais il faut savoir que l'établissement a aussi eu le nom de Notre-Dame des Victoires, tous ces noms pour tenter de faire oublier un passé assez sinistre. Il faut donc s'imaginer, derrière ces grands murs aux briques sombres, des immenses cours de récréation avec des dizaines et des dizaines de générations d'étudiants et d'héritiers qui se sont fréquentés dans des très longs couloirs sombres, glaciales et des escaliers bruyants. Bon, il y a aussi le problème des toilettes, quand ça remonte avec le temps qui change, c'est assez désagréable. Mais à part ça, le lycée se porte plutôt bien au niveau de la réputation, étant donné qu'on va chercher à étouffer la moindre affaire. En tout cas, officiellement, tout se passe bien au lycée Jean 23, malgré un élève qui de temps en temps va se faire discrètement renvoyer, ou un professeur brusquement muté. La goutte de trop, ça va être le 14 juin 1984, quand on va retrouver le corps sans vie de la secrétaire Françoise Petit. Il faut s'imaginer qu'il n'y a aucun témoin, qu'elle est morte sans un cri et dans un silence religieux. Si elle n'a pas été agressée intimement, elle s'est quand même pris 18 coups de couteau. Alors là, il faut s'imaginer les rumeurs à tout va dans le tout Roubaix, avec des hypothèses tout aussi originales les unes que les autres. Alors pour les comprendre, il faut se replonger dans l'époque et se dire que Roubaix, en plus d'être la ville la plus pauvre de France, est aussi la ville de Bernard Arnault. Alors, autrement dit, c'est vraiment la ville où socialement s'affrontent les extrêmes. La mairie vient d'être remportée à nouveau par la droite, après un long siècle de socialisme, et c'est donc pour beaucoup le symbole d'une vengeance plutôt politique, avec un crime commis à l'intérieur même de ce qui semble être comme la cathédrale de l'élite. À côté de ça, on a aussi des avis réalistes. On pense à un ancien élève qui s'est fait renvoyer très récemment parce qu'il avait menacé ses camarades avec un couteau. On pense à un prof connu de tous pour son passé plus ou moins exhibitionniste. On pense à encore un autre prof qui était un peu trop entreprenant pour Françoise et qui s'est mangé une gifle quelques jours avant le décès. Mais on pense aussi à un trafic de drogue que Françoise aurait pu découvrir quelques jours encore avant son décès. Et finalement, dans tout ça, la personne la plus crédible, c'est la personne qui vient de découvrir le corps. Et pour ça, il s'agit de Valérie, qui est une lycéenne scolarisée dans l'établissement. Et le jour J, alors qu'elle quittait un café voisin, elle cherchait à venir chercher son relevé de notes. Le lycée venait de lui refuser son passage en année supérieure et comme elle trouvait ça particulièrement injuste, elle voulait défendre son dossier en ayant accès à ses notes. Quand elle va arriver devant la porte entrouverte, elle ne sera pas surprise parce qu'elle dira d'elle-même que Madame Petit avait l'habitude de laisser cette porte entrouverte quand elle fait des photocopies. Elle va alors passer les portes les unes après les autres, mais c'est la dernière porte, celle du bureau, qui va coincer. En forçant un peu la dernière porte qui est celle du bureau, elle va tomber nez à nez avec le cadavre de Madame Petit sur le dos, qui regarde les yeux fixes vers le plafond. Quand les policiers vont examiner les 18 plaies sur le corps de la victime, ils vont se douter que l'enquête sera particulièrement galère. Pourquoi ? Parce que comme il n'y a aucun témoin, soit personne n'est suspect, ou soit tout le monde l'est. Et alors, dans l'affolement général, on va se mettre à retourner toutes les salles de classe, tous les bureaux, et on va même faire l'énorme bourde d'autoriser la femme de ménage à faire son travail, alors qu'on a oublié de relever les empreintes et les indices. On va quand même se décider à s'intéresser un minimum à la vie, à la personnalité de la victime.
Donc Françoise, même si au début on s'interroge pour savoir si elle a une double vie, bah visiblement non, c'est une hypothèse qui est assez vite écartée parce que c'est une femme assez bien rangée. Elle s'est mariée à l'âge de 20 ans avec Patrice, et puis en fait concrètement bah, c'est la femme qui a l'allure, le style qu'on apprécie à Jean 23. C'est typiquement bah, la coiffure bien stricte avec l'arrêt rectiligne, le chemisier à fleurs, la jupe de petite fille modèle. Enfin bref, c'est vraiment la femme qui passe bien, qu'on apprécie, même si bah, elle a son petit caractère, elle se laisse pas marcher sur les pieds. Françoise Petit en privé, bah, ça n'a rien non plus d'exceptionnel. Quand t'interroges ses amis, bah, ses passions c'est faire la cuisine, entretenir sa maison et faire le jardinage. Donc oui, concrètement, en fait, c'est une femme qui sait faire la part des choses. Quand elle va au lycée, ses collègues ne savent rien de sa vie, et de même, quand elle rentre chez elle, ses proches ne savent rien de ce qui se passe au lycée. Donc oui, effectivement, son mari confesse qu'elle aurait pu lui cacher des choses. Pourtant, quand on creuse un peu, on apprend des choses vraiment bizarres. La première, c'est que lors de la soirée d'anniversaire de sa meilleure amie, qui s'est passée le 2 juin, Françoise va, d'un seul coup, alors qu'elle se comportait d'une manière assez euphorique, demander à rentrer chez elle en prétextant une allergie à la fumée, ce qui va étonner vraiment tout le monde. La deuxième, c'est que la veille du crime, son mari va la découvrir sur le lit, effondrée en sanglots, et alors qu'il va chercher à demander des explications, elle va refuser. La troisième, et c'est aussi la plus bizarre, c'est que Françoise, depuis 2-3 ans, brûle systématiquement dans la cheminée de sa maison à Bouvigny des documents confidentiels. Son père va alors expliquer que à chaque fois qu'il allume un feu avec des vieux papiers, sa fille va arriver avec un tas de vieux prospectus à brûler, et le jour où il va avoir la curiosité d'esprit de chercher un peu dans le tas, il va trouver une enveloppe vierge qui est pleine de chèques. Alors, il sait qu'il y a des chèques, vraiment, c'est que des chèques de parents d'élèves, les sommes sont assez variables, mais à chaque fois ça excède quand même les 1000 francs. Et quand il va demander des explications à sa fille, elle va simplement lui répondre qu'on lui a demandé de les brûler. On va alors se poser 3 questions assez évidentes. Petit 1, pourquoi le lycée n'a pas son propre incinérateur? Petit 2, pourquoi c'est la secrétaire qui a accès à la comptabilité de l'établissement alors qu'elle n'est normalement pas autorisée par sa fonction? Et troisièmement, normalement un chèque c'est fait pour être encaissé, alors pourquoi tous les brûler? Son mari va également reconnaître que, en 7 ans de mariage, Françoise se comporte comme jamais elle ne s'est comportée, et un soir il va même la voir rentrer au domicile avec une enveloppe qui est complètement chargée de billets qu'elle va compter et qu'elle remettra au lycée le lendemain matin. Au comble du comble, c'est qu'on retrouve dans son sac à main un revolver à gaz qui est encore chargé. Quand je te dis que cette affaire est troublante, elle l'est vraiment de A à Z. Il faut imaginer que quand Françoise s'est faite tuer, il n'y avait aucun supérieur dans l'établissement. L'abbé de Jagger, il était à Paris, en voyage, et quand la police va l'interroger, il va se contenter de répondre « Je n'en sais rien, demandez à mon prédécesseur, l'abbé de Lannoy ». Alors quand la police va interroger l'abbé de Lannoy, ce dernier va répondre « Je n'en sais rien, demandez à mon successeur ». Donc forcément, au bout de 7 ans d'instruction, le juge Jean-Michel Faure va abandonner l'idée d'un crime interne pour se focaliser sur une personne qui serait extérieure au lycée. Alors c'est ainsi qu'une collègue va commencer à parler en expliquant qu'elle a vu un homme qui rôdait autour du lycée, dans le hall, et que l'attitude de Françoise aurait été affectée avec cette rencontre. Cette collègue va raconter qu'un jour, elle a vu Françoise à l'infirmerie qui n'était vraiment pas bien et qui, exceptionnellement, s'était décidée à prendre son après-midi. Elle était revenue le lendemain travailler comme si de rien n'était. Mais Françoise, lors de cet après-midi, va raconter à sa mère qu'elle s'est promenée dans l'île alors qu'en vrai, elle était chez elle. Et quand on interroge l'économe du lycée, il va expliquer que le jour du drame, il était dans son bureau,
mais qu'il n'a rien entendu, et quand on vient le chercher, c'est 2 ou 3 minutes après que le crime ait lieu pour le prévenir, mais qu'il a entendu quand même quelqu'un passer dans les couloirs en direction du réfectoire. Encore une bizarrerie, sinon ce serait pas marrant, c'est le portefeuille de Françoise qui subitement va disparaître après la mort. Il faut savoir que ce portefeuille contenait tous les documents importants et que seuls ses proches savaient qu'elle le cachait dans son tiroir. J'ajoute que, quand tu regardes la scène, la pièce du crime est complètement pleine de sang, tandis que le couloir à côté, lui, est nickel. C'est à se demander si le coupable n'a pas eu le temps de tout nettoyer les traces de pas avant de s'enfuir. Problème, une réunion de professeurs se tenait de l'autre côté du couloir. Ce qui fait que le moindre bruit dans le couloir peut être perçu en beaucoup plus fort avec l'effet d'écho du grand hall. Finalement, quand on ne sait plus qui arrêter, eh bien on met sous les verrous le clochard du quartier qui errait près du lycée. Ce dernier va spontanément avouer son crime, mais les enquêteurs vont devoir le relâcher, faute de preuves et surtout de par ses propos vraiment beaucoup trop fantaisistes. 9 mois après le drame, on suspectera 2 individus qui ont pris l'habitude de rôder autour du lycée, mais finalement ça n'aura aucune conséquence et l'enquête sera close. Voilà, c'est la fin de cette histoire. Par qui, comment, pourquoi, ça, Françoise est partie avec ses secrets, mais elle ne sera jamais vengée. C'est à se demander si la fin ne correspondrait pas aussi à celle de la saison 3 de Elite.